cette conférence débat sur la Bretagne et l'Europe. Brains Impact s'est aperçu qu'il était temps de renouveler les idées en Bretagne, que beaucoup de choses se renouvelaient, il n'y avait pas que les idées d'ailleurs. Et dans ce cadre-là, le livre de Gilles Martin Chauffier, Du bonheur d'être breton, nous a semblé une bonne introduction pour remuer un tout petit peu les idées. Je vous donne le nom, le titre des chapitres. De l'indifférence à devenir français, ensuite au bonheur de l'être, ensuite puis à l'idée de ne plus l'être, et le dernier, et à la joie d'être enfin breton en Europe. Ça nous a semblé vraiment très intéressant puisque c'est nouveau. Et je vais laisser tout de suite la parole à Gilles pour qu'il développe sa thèse devant vous. Gilles. C'est la crise de Catalogne qui m'a donné le déclic pour mettre noir sur blanc des idées que j'avais depuis très longtemps à propos de l'évolution de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un livre en fait d'histoire, c'est pas un livre de politique, c'est un livre c'est qu'est-ce qu'un homme qui a beaucoup d'histoire regarde la politique actuelle et qu'est-ce qu'il voit apparaître à long terme sur l'avenir de l'Europe. Je pense que la crise de Catalogne a été instructive à plein d'égards, parce que d'une part, elle a montré un peu tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire si un jour la Bretagne part sur les traces du combat catalan, qui est le combat qu'on trouve ailleurs, en Corse particulièrement, mais en Vénétie, un peu partout en Flandre, dans beaucoup d'endroits en Europe, en Écosse, il y a deux, trois comportements catalans qu'il ferait bien de ne pas adopter. C'est-à-dire les Catalans, ils ont une force extraordinaire, et d'ailleurs, la preuve de la force extraordinaire, c'est que malgré la manière dont l'Espagne laisse pourrir la situation ne s'effondre pas. La Catalogne tient, les indépendantistes sont toujours au pouvoir, même s'ils ne peuvent pas l'exercer, et l'économie catalane, contrairement à ce qui avait été annoncé, ne s'est pas effondrée. Mais les Catalans ont une façon de se comporter assez antipathique qui ne pouvait pas entraîner la sympathie. C'est-à-dire, ils ont un peu confondu indépendance fiscale et indépendance nationale. On a eu l'impression que leur combat, c'était on en a assez de payer pour Valence, on en a assez de payer pour l'Estramado, on est les Prussiens de l'Allemagne, on est les Prussiens de l'Espagne, laissez-nous partir, on est plus noble que vous. C'était assez maladroit et ça a fait qu'il n'y a pas eu autour du combat catalan l'enthousiasme qu'il aurait pu avoir si les Catalans avaient simplement joué la carte, qui est la carte humaine, la carte culturelle, la carte historique, la carte morale, de dire, écoutez, venez en Catalogne, vous verrez bien, voyez la Sagrada Familia qu'on est en train de construire, regardez la Sagrada Familia, regardez les immeubles de Gaudi, puis ensuite allez à Madrid, regardez l'Escorial, regardez le Palais Royal, ça n'a rien à voir, regardez les grands peintres espagnols, que ce soit Dalí, que ce soit Miro, et puis allez voir un peu la peinture espagnole classique, allez voir Velázquez, allez voir Gréco, vous verrez la différence entre une nation corsetée, la Castille qui est austère, qui est tout en noir, qui est pleine de haine, et puis la Catalogne qui est complètement fantaisiste, méditerranéenne. Enfin, il y avait tout un discours à tenir qui n'ont pas tenu, qui a un peu nuit au combat. Néanmoins, le fait est qu'on s'est aperçu, il a suffi du combat de la Catalogne pour qu'on s'aperçoive à quel point l'Europe avait déjà changé de regard sur les revendications régionalistes. C'est-à-dire, il y a 5 ans, quand l'Écosse avait dit on veut prendre notre indépendance et on veut quitter l'Angleterre, mais naturellement on restera en Europe, je vous rappelle que Juncker et Barroso avaient été extrêmement fermes, avaient dit c'est impensable, si vous quittez l'Angleterre et si vous quittez le Royaume-Uni et que vous voulez rester en Europe, vous devrez refaire tout le parcours institutionnel extrêmement compliqué pour entrer en Europe. Personne n'a évoqué cette solution à propos de la Catalogne. On a dit, ça va être compliqué, on a au contraire laissé Puigdemont se réfugier en Belgique, on ne l'a pas expulsé. Aujourd'hui, la justice allemande se tâte, la justice écossaise se tâte. Plusieurs hauts fonctionnaires ou élus, et plusieurs élus catalans sont dans l'œil de mire de la justice européenne, et aucun d'entre eux n'a été condamné. L'Europe est
objectivement déjà maintenant très en retrait, ne se mêle pas de dire non, on ne peut pas changer les frontières en Europe. Cette espèce de dogme qui a été pendant des années le dogme de l'Europe est en train peu à peu de disparaître. C'est d'ailleurs un dogme totalement absurde puisque les frontières, par définition, on a tous, moi j'ai 63 ans, on a tous, depuis qu'on vit tous, on a vu disparaître les frontières. Je veux dire, en 1945, quand ils ont créé l'ONU, il y avait 51 États. Aujourd'hui, il y en a 200. Entre-temps, on a vu des frontières qui semblaient comment dire, dans le béton. Je veux dire, les frontières russes, que la Russie ait perdu le Kirghizistan ou que le Tadjikistan passe encore, mais que la Russie a accepté de perdre Minsk avec la Biélorussie et Kiev avec l'Ukraine, c'est comme si la France acceptait de perdre Dijon et Lyon. Je veux dire, les frontières, ça saute, et même les frontières les plus solides. Et les choses, et d'ailleurs, chose importante que l'Europe est obligée de prendre en considération, c'est que les frontières sautent, et que les frontières sautent pas uniquement dans les dictatures. Quand la Tchécoslovaquie s'est scindée en deux, il y a eu la Bohème-Moravie d'un côté qui a donné la République tchèque, et d'autre part la Slovaquie. C'était une démocratie. Ça s'est passé parfaitement dans les règles. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des tas d'États envisagent l'Angleterre, toute parfaite démocratie, elle a laissé le droit à l'Écosse de choisir. Je rappelle que le Canada, qui est une parfaite démocratie, a laissé plusieurs fois au Québec la liberté éventuellement de s'en aller. Donc, je pense qu'une des évolutions qui est claire et nette, c'est que l'Europe a accepté maintenant l'idée qu'elle va changer, ce qui était autrefois impensable. Et le thème de mon livre, quand je dis, au fond, c'est un thème historique de dire la Bretagne ne s'est pas battue pour ne pas devenir française. C'est vrai, le Portugal s'est battu comme un lion pendant 2 siècles, il n'est jamais devenu espagnol. Les Écossais ont fini par être vaincus, mais on a vu 100 fois les films, le Prince Charlie, Culloden, toutes les batailles. C'est dans la légende écossaise alimentée toute une littérature fantastique. Et on sait que les Écossais sont battus comme des lions. La Bretagne avait tous les atouts pour ne pas être absorbée par la France. La Bretagne avait un budget qui était équivalent à celui de Venise, qui est un budget qui était très supérieur au royaume de Navarre, très supérieur au royaume de Bavière, très supérieur à l'Écosse, quantité d'États qui ont survécu, pas la Bretagne. Le fait est que la guerre que le duc François II et son chancelier, le Landais, ont menée contre Louis XI coûtait extrêmement cher au duché qui était écrasé d'impôts. Donc, quand finalement ils ont perdu la bataille à Saint-Thomé-du-Cormier, Charles VIII puis Louis XII ont été des rois assez habiles. Leur grande conquête, c'était d'aller rançonner l'Italie. Ils arrivaient avec les troupes françaises, ils raflaient tout, ils rapportaient des tonnes d'or à Lyon et à Paris. Et résultat des courses, Louis XII a monstrueusement baissé les impôts. C'est un roi qui a disparu de l'histoire de France, et c'est assez injuste parce que c'était le roi, il est appelé l'ami du peuple. Et il a monstrueusement baissé les impôts, les Bretons ont trouvé finalement assez confortable d'échapper aux impôts de François II et du duc de Bretagne qui s'écrasaient l'impôt pour entretenir une armée, une artillerie, et de venir en France, qui ensuite baissait les impôts au contraire et finalement ne changeait rien à la vie quotidienne des gens. L'aristocratie était entièrement stipendiée par le pouvoir royal, et pour les bourgeois, leur vie s'est avérée plus confortable. Quant au peuple, à l'époque, je me signale qu'évidemment, on ne lui demandait pas son avis. Et le fait est que la France s'est emparée de la Bretagne en 1532, et pas de chance pour nous, c'est le moment où la France devient le phare de la civilisation mondiale. C'est-à-dire, soudain, entre 1532 et 1789, le monde entier va avoir les yeux fixés sur Paris. Toutes les modes vont être décidées à Paris, l'ameublement va être décidé à Paris, la littérature française va dominer le monde. Et donc, la Bretagne s'est trouvée emportée dans un grand mouvement. Alors, le grand mouvement, les années vont passer, les siècles. Sous Louis XIII, ça va bien. Sous Louis XIV, la guerre qui commence avec l'Angleterre va commencer à nous coûter très cher. Les droits douaniers de Colbert vont nous ruiner complètement. Je rappelle que quand la France s'empare de la Bretagne en 1487, la Bretagne est appelée le Pérou du royaume. C'est la province la plus riche du royaume. Il n'y a jamais de famine en Bretagne. Et quand il y a des famines en France,
ces convois qui viennent de Bretagne, qui alimentent Paris, qui alimentent Angers, qui alimentent les régions françaises. Ensuite, je ne vais pas entrer dans le détail de tout mon livre, raconter, il faut que les autres parlent, et puis on y reviendra. Mais ce que moi m'a semblé très important dans l'histoire de l'Europe, et ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est que je pense que si on enseigne l'histoire, si on apprend l'histoire, c'est parce que l'histoire se répète. C'est pas uniquement pour le plaisir de nous remplir l'esprit avec des grands noms. C'est parce que si on l'observe bien et qu'on en tire des leçons, on voit ce qui va se passer. Et ce qui va se passer en Europe, c'est exactement ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire qu'en l'an 1000, la France actuelle, disons, son disposition géographique, est à peu près dans l'état d'organisation où est l'Europe. C'est-à-dire, il y a des seigneurs très puissants. Le comte de Toulouse est un homme c'est l'homme le plus puissant de France. Le duc de Normandie est extrêmement puissant. Le comte de Flandre, le comte de Champagne. Il y a aussi le comte de Provence. Des grands seigneurs. Et ils sont tous à égalité. Il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir que l'autre. Et donc, ils se font des guerres sans arrêt. Et puis, quand ce n'est pas eux qui font des guerres, eux, ils sont suzerains d'une quantité de vassaux. Leurs vassaux se font des batailles. Tiens. Ils se disent, à un moment ou à un autre, ça suffit, on ne peut pas sans cesse mobiliser parce que le comte de Foix n'est pas content de ce qu'a dit le comte de Tarbes. Et donc, ils décident qu'il va y avoir un juge. Le juge, c'est Paris. Et c'est le comte de Paris qui devient roi de France. À l'époque, pour eux, c'est impensable de penser que le roi de France, le duc de Normandie, qui est très très riche, très puissant, qui a une armée beaucoup plus puissante que celle du roi de France, il se dit, bon, ben, c'est simplement un accord, c'était une organisation interne, administrative commune. C'est ce qui s'est passé avec Bruxelles. Bruxelles, au début, c'était uniquement la communauté du charbon et de l'acier. Et puis on a dit, ben, c'était bien passé la communauté du charbon et de l'acier, on va l'élargir un peu. Et peu à peu, en 70 ans, Bruxelles est devenue aujourd'hui, de facto, la capitale qui décide de tout. En dernier recours, que ce soit la taille des bananes, que ce soit les dépérentions des yaourts, que ce soit, est-ce qu'on a le droit de faire du gyrophate, comment ça s'appelle, quels sont les produits, les pesticides auxquels on a droit, c'est Bruxelles qui, en dernier recours, a toujours le dernier mot. Et ça ne va pas changer. La logique d'un État, d'une capitale, c'est que plus elle a de pouvoir, plus elle en veut. Et à partir du moment où on observe déjà que Bruxelles est la vraie capitale de l'Europe, Bruxelles ne va... La logique interne de Bruxelles, c'est de se dire il faut diviser pour régner. Les gens disent, mais vous savez, l'Europe est ingouvernable à 27. Qu'est-ce que vous imaginez que elle serait gouvernable à 270 si on prenait les provinces et les régions contre les nations? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé en 1789. Et c'est pour ça que l'histoire est intéressante. La France monarchique, en 1789, elle était ingouvernable. Il y avait des parlements régionaux qui officiellement défendaient leur région, en réalité défendaient les privilégiés de chaque région, et empêchaient toute réforme. À chaque fois que Turgot a voulu faire une réforme, les parlements s'y sont opposés. Comme Loménie-Briand a voulu faire des réformes, les parlements s'y sont opposés. Et qu'ont fait les constitutionnels en 90? La première chose qu'ils ont fait, ils ont supprimé tous les parlements. Et la France, qui était ingouvernable à 15, est devenue parfaitement gouvernable à 100. Ils ont fait des départements. Et les départements avaient beaucoup moins de pouvoir, évidemment. Et c'est ce qui se passera avec Bruxelles. Bruxelles ne peut pas dire à Paris, écoutez, on s'en fout de votre avis. On ne va pas le dire à Berlin. Berlin, Rome, Paris ont des prétentions de grande Espagne quand on parle à eux. En revanche, quand c'est Rennes, quand c'est Bologne, quand c'est une ville capitale régionale de Pologne, là, Bruxelles peut lui dire, vous faites comme ça. Et demain, Rennes n'aura pas eu l'armée à elle. Munich ne va pas avoir son propre réseau d'ambassades. L'intérêt de l'Europe va être donc de diviser pour régner. L'intérêt de Bruxelles. Et pour ça, on va arriver à une renaissance complète des régions. Et le sens de l'histoire va à l'évacuation des grandes nations qui vont naturellement, quand je vous dis que c'est ça, mais ça ne va pas faire dans 5 ans, mais ça va se faire dans 30 ans, ça va se faire dans 40 ans. Et ce sera inexorable.
d'ores et déjà, on le voit très bien, une des raisons, ce que les nations ont, qui fait leur singularité, au Parlement, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la seule chose importante au Parlement? On vous dit, il ne sert qu'à une chose, à voter le budget. Et c'est là que ça se joue. Est-ce qu'on donne de l'argent à l'éducation, ou est-ce qu'on en donne à l'armée, ou est-ce qu'on en donne à la justice? Eh bien, le Parlement, aujourd'hui, c'est lui qui décide que l'impôt sur les sociétés est de 33%, que l'impôt sur les particuliers peut aller jusqu'à 50%, que l'impôt... Tout ça va changer. Parce que déjà, d'ores et déjà, dans le projet que Macron a déposé, qui est le projet européen, on va vers une unité fiscale, qui est fatale, on n'y échappera pas. Et donc, on va peu à peu voir les parlements nationaux voir leur pouvoir diminuer et les pouvoirs européens augmenter. Ça, c'est grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. J'oublie une chose importante, mais bon, on y reviendra, les idées reviendront forcément. Bon, c'est le thème central et la conclusion du livre était évidemment que voilà, on va, c'est un parcours sur lequel on est orienté, et mon livre est plutôt une analyse historique du phénomène. Merci. Si je rentre dans des tas de détails ensuite. Mais... Merci Gilles. Maintenant, je vais donner la parole à Flora, qui va se présenter, puisque je trouve que c'est intéressant de voir la Bretagne par les yeux d'une Bretonne qui n'est pas née à Carhaix ou à Rosprenin. J'entends plus rien. Ah, c'est bon. Oui, je trouvais... ça va être intéressant de voir, disons, de voir à travers l'œil d'une Bretonne qui n'est pas née dans le centre-Bretagne ou à Vannes, et qui va nous dire ce qu'elle pense de sa nouvelle appartenance, en fait, en tenant compte du fait qu'elle n'a pas eu l'histoire que raconte. Ce qui condamne l'Europe des nations, c'est l'euro. Avoir fait l'euro, c'est pour les gens qui sont favorables à l'Europe des régions, c'est le miracle. Et on le voit très bien, la Catalogne, elle ne peut pas quitter l'Espagne, elle ne peut pas quitter l'Europe. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'euro, d'abord, on s'est aperçu au moment du Brexit que les Anglais avaient voté pour quitter l'Europe. Voter, c'est facile. Quitter l'Europe, c'est pas du tout facile. Et ça ne se fait pas facilement. Et ils sont d'accord sur rien. Et ils n'y arrivent pas. Parce qu'on va arriver à savoir est-ce que l'Angleterre doit donner 20 ou 30 milliards ou 50 milliards d'euros. Ça, c'est exactement de la petite guerre. Mais est-ce que l'Angleterre peut quitter Euratom? Quand vous êtes à Euratom, vous croyez que les Européens vont accepter que l'Angleterre, soudain, décide qu'elle fait ce qu'elle veut de ses déchets nucléaires, qu'elle rend plus de compte, que la sécurité dans les centrales nucléaires anglaises peut échapper aux normes qui ont été européennes? Vous croyez Europol, vous croyez que si la Catalogne quitte l'Espagne demain matin, les Catalans vont dire « Ah non, non, maintenant, écoutez, nous, on a nos propres réseaux, les djihadistes, c'est nos djihadistes, on ne discute pas avec vous, etc. » Les accords passés sont dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et une fois qu'on y est, on ne peut plus en sortir de l'Europe. Et c'est ça qui doit s'apercevoir à propos de l'Espagne. C'est qu'imaginez qu'on dise Catalogne peut quitter l'Europe. Elle ne peut pas quitter l'euro. Parce que si la Catalogne quitte l'Europe, les plus grandes banques catalanes, les plus grandes banques espagnoles sont catalanes. Si jamais il y avait pour une raison ou pour une autre une faillite bancaire catalane, ça signifierait immédiatement la faillite bancaire espagnole. Et ça, je ne sais pas si vous savez que l'Espagne, la Grèce a 10 millions d'habitants, mais la Grèce avec 10 millions d'habitants, elle n'a même pas le revenu de la Catalogne avec 7 millions et demi d'habitants. Imaginez qu'on a eu les angoisses qu'on a eues quand la Grèce a été sur le point de quitter le système financier européen et la catastrophe que ça aurait pu entraîner pour les banques européennes. Imaginez que le système bancaire espagnol se casse la figure. C'est impensable. C'est ça que je voulais terminer par ça, en disant l'Europe, non seulement elle se fait, non seulement une logique interne pour se faire, une logique historique, la logique de la capitale, qu'une fois qu'il y a la capitale, décide de s'emparer de tous les pouvoirs, mais en plus elle a déjà des garde-fous tellement puissants qu'on ne peut plus, dans l'état actuel des choses, on ne peut plus vraiment sortir de l'Europe. Et les Anglais, qui ont voté pour,
on est au début du parcours. Ils n'en sont toujours pas sortis et c'est pas sûr qu'ils arrivent à en sortir.